Bonjour à tous, rebonjour à tous pour cette 10e journée des rencontres du développement durable 2021 co-organisée aujourd'hui par l'Institut Open Diplomacy avec ESCP. On va s'inscrire dans le fil de cette journée Dessiner le monde d'après. On a commencé la journée non seulement avec des universitaires mais aussi avec un dessinateur. Et pour dessiner le monde d'après, il ne faut pas seulement s'arrêter à ces deux formes d'intellectuels-là, il faut aussi aller chercher les journalistes. Le prix Nobel de la paix vient d'être décerné à celles et ceux qui se battent pour la liberté de la presse. Parce que dessiner le monde d'après, ça suppose des informations fiables, de qualité, plurielles, qui nous permettent de réfléchir à ce que la transition écologique signifie pour nous. C'est pourquoi j'ai le grand plaisir d'accueillir pour cet entretien Hugo Clément, qui est journaliste, particulièrement spécialisé sur ces questions de développement durable. Hugo, j'espère que vous êtes bien avec nous. Je vous vois directement dans la forêt, ce qui me touche plus particulièrement encore. Est-ce que ça va ? Oui, oui, ça va, je vous reçois bien. Alors, c'est une illusion d'optique, hein. Je suis à Boulogne, donc c'est une petite forêt. Ok, bon bah on va profiter de l'illusion d'optique qui nous fait quand même du bien. Et je voulais commencer par cette première question, Hugo, parce que vous-même vous êtes assez jeune, je crois qu'on est à peu près de la même génération, et comme chacun de celles et ceux qui l'ont dit pendant ces rencontres du développement durable, on sent se développer chez nos petits frères, petites sœurs, cousins, neveux, nièces, une éco-anxiété qui est extrêmement forte, qui traduit un sentiment de dépossession du futur face aux dangers de la crise environnementale. On a jusqu'à 75% des jeunes qui expriment un sentiment de désespoir, ce qui est un mot extrêmement fort. À travers votre action, en tant que journaliste vous-même, vous adressez à toutes celles et ceux qui réfléchissent à ce sujet. Et les jeunes sont très attentifs, très réactifs aux informations, aux réflexions que vous versez au débat public sur ces questions environnementales. Comment est-ce que vous tenez compte de cette réalité de l'éco-anxiété ? L'idée étant évidemment, je suppose, de pouvoir les aider à rester déterminés, à rester engagés face aux risques, sans rentrer dans une logique de conflit intergénérationnel. Comment est-ce que vous travaillez sur cette ligne de crête ? Ce qu'on essaie de toujours faire dans les émissions, c'est de proposer des solutions. C'est-à-dire que l'écueil un peu en matière d'information environnementale, c'est que c'est assez plombant. Ça peut vite être complètement déprimant, même quand on voit les chiffres, quand on lit les études, quand on regarde un peu ce qui se passe. Il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Et les bonnes nouvelles qu'il y a sont souvent des bonnes nouvelles un peu anecdotiques par rapport à la vision macro des choses. Et ce sentiment d'impuissance, parce que ce qui est générateur d'anxiété, je pense que c'est surtout l'impuissance, c'est de subir une situation et d'avoir l'impression, à tort ou à raison d'ailleurs, de ne pas avoir de prise sur elle et de ne rien pouvoir faire pour changer cette situation. Donc nous, dans nos émissions et moi dans mes prises de parole, j'essaie toujours de montrer les problèmes en enquêtant, en faisant un travail journalistique, parce que comme vous le disiez en introduction, on a besoin d'une information fiable, vérifiée, pour prendre les bonnes décisions, que ce soit au niveau individuel ou au niveau des décideurs politiques. Et donc, toujours enquêter, toujours montrer la réalité, mais aussi dans le même temps, mettre en face des solutions aux problèmes qu'on a mis en lumière. Parce que les solutions, elles existent. Et c'est ça qui est très frustrant en matière d'environnement et d'écologie, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire. On sait ce qui fonctionne, on sait ce qui détruit, on sait ce qui répare. Et donc, nous, on essaie toujours de mettre en lumière dans nos émissions les scientifiques, les ingénieurs, les agriculteurs, les militants qui font des choses concrètes sur le terrain et des choses qui fonctionnent. Là, par exemple, on a une émission qui passe le 24 octobre, dans 10 jours, le dimanche 24 octobre à 20h55 sur France 5, qui est consacrée aux plantes menacées, principalement en France. En documentaire, il y a essentiellement des gens qui ont trouvé des solutions dingues et parfois super simples pour sauver des espèces végétales menacées. Et c'est des combats qui fonctionnent, quoi, avec des vraies victoires qui sont remportées. Et donc, on essaye toujours de proposer aux gens, particulièrement aux jeunes, mais pas que, mais particulièrement aux jeunes, des solutions pour s'engager. Et voilà, si vous êtes touché par le problème que vous voyez, si ce que vous vivez vous semble anormal, il y a des moyens d'agir et vous n'êtes pas condamné à l'impuissance. Et je pense qu'une fois qu'on a transmis ce message-là, l'espoir revient tout de suite. L'espoir, il réside dans l'action, quoi. Et c'est le meilleur remède contre l'impuissance, l'action. Merci beaucoup, parce qu'en effet, on voit, et on va revenir sur le sujet de la biodiversité que vous venez de mentionner avec le documentaire sur les plantes que vous avez indiqué, on voit qu'il y a une vraie éthique journalistique qui s'installe pour précisément garder une information qui soit au plus proche du réel, de la difficulté, et en même temps qui soit responsable aussi de ce que ça induit dans le débat public. Je le dis parce que non seulement la crise environnementale, c'est-à-dire le climat et la biodiversité,
qui sont les deux crises jumelles de l'Anthropocène, sont non seulement assez maltraitées, avec beaucoup de catastrophisme ou de sensationnalisme, une approche assez météorologique finalement des problèmes, mais aussi parce qu'elles sont sous-traitées, c'est-à-dire qu'il y a moins de 16% du temps d'information qui est consacré à ces sujets en radio ou en télé. Je le disais d'ailleurs plutôt souvent de façon réactive à des catastrophes. Et la deuxième question que je voulais vous poser sur votre métier de journaliste sur le front, puisque c'est le titre aussi de l'émission que vous animez sur ces questions-là, comment est-ce qu'on fait pour amplifier le traitement médiatique de ces réflexions sur le développement durable, qui sont assez anxiogènes, vous l'avez rappelé, sans créer un rejet que je traduirais même dans des termes un peu plus moraux, c'est-à-dire qu'il s'agit de donner envie aux gens de faire bouger les lignes et de ne pas leur laisser l'intuition que finalement tout ça est inamovible et qu'un cynisme peut s'installer où finalement on dit puisque c'est foutu, on abandonne, quoi. C'est un peu la même réponse que celle que je viens de vous faire, c'est-à-dire que il faut toujours proposer aux gens des manières d'agir et lutter contre le discours ambiant qu'on entend beaucoup dans la classe politique d'impuissance. On entend beaucoup, oui, mais c'est plus compliqué que ça, pour changer c'est compliqué, il n'y a pas d'argent, l'évolution législative prend du temps, il faut faire des discussions interminables, des réunions, des consultations pour savoir ce qu'il faut faire. Et ça, c'est plombant. Et c'est plombant pour tout le monde. Parce que la réalité peut faire des choses d'ampleur, ambitieuse, très rapidement. Et c'est un des enseignements pour moi de la crise du Covid. C'est-à-dire que quand on est confronté à un danger immédiat, à un danger planétaire, où des milliers de gens risquent de mourir, on est capable de prendre des décisions extrêmement coûteuses, qui ont coûté des dizaines, des centaines de milliards d'euros, et de prendre des décisions radicales. Voilà, on a enfermé les gens chez eux, interdit aux gens d'aller bosser, on a fermé les frontières, on a cloué les avions au sol. Tout ça, c'était absolument inimaginable il y a encore quelques années. Alors, je dis pas qu'il faut faire pareil pour la crise de la biodiversité et pour le changement climatique, parce que je pense que on peut agir sans en arriver à ces extrémités-là, mais il faut agir avec la même ambition, les mêmes moyens. Et se dire que la crise climatique, la crise de la biodiversité qu'on a à traiter, elle est plus grave encore que celle du Covid. Et donc, il faut des gouvernements qui aient autant d'ambition, autant de volonté d'agir que on l'a vu pendant la crise du Covid. Et bizarrement, dès qu'on parle d'environnement, tout est très compliqué. Y a des lobbies qui sont à l'œuvre partout, il n'y a pas de moyens. On entend aussi beaucoup le discours dans la classe politique française de dire oui, mais nous en France, on n'est pas les pires, on est des bons élèves. Donc c'est pas à nous d'agir en premier. Enfin, avec ce genre de discours, voilà, on ne fait rien ou on fait trop peu et il n'y a pas grand-chose qui change. Donc, vous avez raison, Hugo, on s'est appliqué à démontrer qu'il y avait de l'argent, il devait y avoir de la volonté politique, mais ma question était pas moins sur le système institutionnel que sur ce que les médias eux-mêmes font pour que le sujet infuse. Et c'est vrai que c'est assez récent, en fin de compte, que des émissions comme celle que vous animez puissent émerger. Je le disais tout à l'heure, le temps d'antenne est assez faible consacré à ça. Comment est-ce que vous sentez votre écosystème professionnel à vous, en tant que journaliste, s'emparer de ces questions ? Je pense qu'il y a du mieux, hein. Il faut être honnête. Il y a quand même de plus en plus de temps d'antenne au sujet d'environnement. Alors, c'est pas encore assez. Je partage ce constat. Et c'est surtout pas assez au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'émissions de magazines, de documentaires qui parlent de ce thème-là, et c'est très bien, et c'est ce qu'on fait nous aussi. Mais je pense qu'il faut encore plus en parler dans les formats quotidiens, sur les chaînes info, dans les JT des grandes chaînes. Il y a des quotidiens papier qui le font très bien aujourd'hui, notamment Le Monde, qui a des super pages planètes. Tous les jours, ou presque, je crois, dans Le Monde, il y a planète. Et ça, de montrer l'environnement, ça touche à tous les domaines. Agir pour l'environnement aujourd'hui, c'est agir pour les enjeux sociétaux, parce que c'est les plus faibles, les plus discriminés qui vont les premiers subir le changement climatique. C'est agir pour l'économie, parce qu'il n'y a pas d'économie saine, il n'y a pas d'entreprise en bonne santé dans un monde en crise permanente, où on doit gérer sans cesse des catastrophes naturelles, où on doit gérer des flux migratoires absolument incontrôlés et incontrôlables, qu'on va subir de plus en plus, avec des centaines de millions de gens qui vont devoir quitter leur endroit, leur zone d'habitation, parce que ça va devenir tout simplement inhabitable d'un point de vue climatique. Donc, même d'un point de vue purement économique, purement sociétal, l'environnement doit occuper une place centrale dans les décisions politiques et dans le traitement médiatique. Et ça, je pense qu'on le montre pas assez, on le dit pas assez. Il y a des décisions, par exemple, qui sont aberrantes, qui devraient faire la une des journaux. Ce qu'a décidé le gouvernement ces derniers jours, c'est-à-dire de réautoriser des chasses traditionnelles aux oiseaux, notamment certaines espèces qui sont en déclin, les alouettes par exemple, pour ne citer qu'une seule espèce,
On a des grands discours de façade où on dit il faut agir pour la biodiversité, et puis dans les faits, le gouvernement autorise la capture et le massacre de 113 000 oiseaux avec des moyens de capture traditionnels qui sont jugés illégaux par le Conseil d'État, qui sont jugés par l'Union européenne. Et ça, c'est un scandale et ça devrait faire la une des chaînes info et des journaux. C'est pas encore le cas. Ça, il y a encore du travail à faire. Quand on voit les sujets qui occupent la une des infos aujourd'hui, c'est pas forcément les sujets qui ont le plus d'enjeux pour l'humanité en tant que telle, et tout simplement. Et ça, c'est aussi mais de jouer leur rôle là-dessus, mais il faut connaître qu'ils le font de plus en plus. Et moi, je suis très reconnaissant et très fier de faire cette émission pour France Télévisions. Et c'était pas facile au début de lancer un format comme ça parce que c'est pas évident de parler d'environnement en prime time sur une grande chaîne. Ça peut faire peur en termes d'audience. France Télévisions a pris le risque. France Télévisions nous a donné les moyens de le faire et c'est payant, non seulement en termes d'impact sur le fond, mais aussi en termes d'audience. Donc on voit que c'est des sujets qui intéressent de plus en plus et il faut que les médias s'en emparent encore plus qu'aujourd'hui. Oui, vous avez raison et je rebondis sur ce dernier point parce que vous avez parlé de biodiversité. Ça me donne l'occasion de souligner à quel point dans le traitement médiatique qui est fait de ces questions environnementales, on aborde beaucoup la question climat qui est extrêmement, qui commence maintenant à bien infuser dans l'opinion publique, mais on laisse par ricochet de côté la question de la biodiversité, ou encore beaucoup. Vous êtes un pionnier de la mise en lumière de ce sujet-là, et vous évoquiez tout à l'heure c'est gentil, mais c'est gentil, mais il y a eu d'autres pionniers bien avant. Oui, et notamment depuis le Bois de Boulogne où vous vous trouvez avec la Fondation Good Planet ou des photoreporters comme Yann Arthus Bertrand ont aussi beaucoup travaillé à la mise en lumière de tout ça, mais ça prend une ampleur de plus en plus importante et vous y contribuez sans flatterie à mettre en lumière cette 6e extinction de masse qui se déroule sous nos yeux. La question que je voulais vous poser à vous en tant que professionnel de l'information, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire monter un sujet d'une si grande importance alors qu'il n'a rien de spectaculaire. Il n'y a pas de syndicat de moineaux qui défile sur les Champs-Élysées, il n'y a pas les oiseaux anti-chasse à glu qui s'expriment à gorge déployée. Comment est-ce qu'on fait pour qu'un problème qui se produit à petit feu fasse régulièrement l'actualité sans rentrer dans le sensationnalisme ou sans se focaliser sur un aspect qui retient l'attention? Typiquement, vous avez été extrêmement vous-même actif sur le sujet de la lutte contre les violences animales, qui est un sujet à part entière, mais qui est pas à l'échelle de l'extinction de masse, c'est pas du tout le même, c'est pas commensurable. Comment est-ce qu'on fait pour éviter le sensationnalisme et mettre toute l'importance sur des sujets aussi profonds qui fondamentalement sont sous nos yeux toute la journée? Mais ce qui se passe, c'est essentiel. Ce qui se passe, c'est impressionnant. Ce qui se passe, c'est radical. C'est ça la réalité. Quand vous regardez les chiffres de l'extinction, notamment des insectes en Europe, moins 30 ans, quand vous regardez la disparition des oiseaux du quotidien, les gens qui ont grandi à la campagne ou qui ont grandi dans des zones où la nature est juste à côté, on voit les oiseaux disparaître, qu'il y a moins d'oiseaux que quand on était gamin. On voit que quand on prenant la voiture pour faire 100 bornes, il n'y a quasiment plus d'insectes qui s'écrasent sur le pare-brise. Tout ça, c'est très visible. Les dégâts qui sont faits à l'environnement sont très impressionnants, très souvent très concrets. Et les gens qui se battent, qui se mobilisent tous les jours sur le terrain pour protéger cette biodiversité sont infiniment plus nombreux qu'il a. Le problème, c'est qu'ils sont beaucoup moins mis en lumière par les médias. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans notre émission, et c'est ce que d'autres font aussi, de mettre en lumière les milliers, les centaines de milliers de Françaises et de Français qui font tous les jours, qui consacrent parfois même leur vie à ce combat pour la biodiversité. Il y a des associations, si vous prenez le temps de regarder, des associations formidables dans toutes les villes de France, dans tous les petits patelins, il y a des petites associations qui se montent. Alors il y a parfois quelques dizaines de membres, quelques milliers, quelques centaines, mais partout il y a des gens qui font et c'est le rôle des médias de les mettre en lumière, de donner aussi la parole aux scientifiques encore plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Parce qu'il faut mettre de la science, il faut remettre de la rationalité, il faut remettre de naissance au cœur du débat public sur les questions d'environnement. Il y a en face de nous des industries, des groupes de pression dont la spécialité est de fabriquer du doute. C'est-à-dire, notamment sur les réseaux sociaux, de faire douter les gens sur la réalité scientifique de telle ou telle. Oui, mais telle espèce, elle disparaît pas vraiment. Oui, mais tel réchauffement, c'est pas l'activité humaine. Si il n'est pas vraiment dangereux, il n'y a pas vraiment des trouves. Cette doute, c'était contre au cœur du débat public les scientifiques qui étaient là-dessus. Consensus scientifique sur toutes les questions de diversité. Il y a un consensus scientifique et donc remettre tout ça au cœur du débat public. Et ça, c'est le rôle des journalistes. Et si nous on le fait pas, je ne vois pas qui peut le faire aujourd'hui.
Et vous êtes très clair et très lucide sur le rôle du journaliste d'être l'anti-fabrique du doute et en tout cas fabriquer des questionnements qui nous permettent de traiter les sujets importants. Et vous avez tout à l'heure appelé aussi les politiques à se saisir de ce sujet. Vous le faites régulièrement. On est à la veille de cette campagne présidentielle de 2022. On a d'ailleurs intitulé ces rencontres du développement durable faisons 2030 dès 2022. Le débat démocratique, il n'a pas l'air d'aller dans la bonne direction. Pour parler sérieusement des questions de développement durable, on parle beaucoup plus de changement de prénom et de flux migratoires que de la réalité de ce qui fait le sujet numéro 1 de l'opinion publique des Français, c'est-à-dire les enjeux climatiques et de biodiversité. Comment est-ce que vous avez envie de participer à ce moment démocratique pour qu'il se recentre sur ces priorités ? Je pense qu'il faut expliquer aux gens, et c'est la réalité, que toutes les thématiques dont on parle aujourd'hui dans le cadre de la campagne présidentielle, notamment celle de l'immigration, il y a un lien direct avec le changement climatique et ce qui nous arrive droit dans le nez là. C'est que la situation migratoire telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est du rigolo, c'est une blague par rapport à ce qui va se passer dans les années qui viennent. Si la situation migratoire actuelle en France crée des crispations, parfois à raison, d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas rejeter tout en bloc, mais qu'est-ce que ça va être dans 10 ans, quand on va avoir des millions de gens qui vont arriver? Parce que c'est ça qui va se passer, on le sait. Et bizarrement, les gens qui parlent beaucoup d'immigration, ils parlent beaucoup moins de ce sujet-là, alors que c'est complètement lié. La situation migratoire dans les années qui viennent, elle va être catastrophique. On va avoir des millions de gens qui vont quitter les pays les plus pauvres et les plus touchés par le changement climatique pour venir chez nous et dans les pays qui sont encore un peu plus préservés. Comment on va gérer ça si on s'attaque pas au changement climatique, si on s'attaque pas à l'adaptation à ce changement climatique, à ce qu'on peut faire pour limiter les dégâts? C'est l'urgence si on veut agir sur la question migratoire. Donc, je pense qu'il faut pas opposer les sujets. Il faut pas dire aux gens, oui, mais vous intéressez à l'insécurité, à l'immigration, vous n'avez pas compris que c'est vraiment à l'environnement avant tout qu'il faut s'intéresser. Il faut expliquer. Il faut pas être méprisant. Il faut pas considérer qu'il y a des sujets qui sont des sujets pas intéressants, parce que si les gens en parlent, c'est que ça les intéresse. C'est une réalité. Il faut lire les choses et il faut être pédago. Et il faut montrer ce qui sont des informations fiables, il faut montrer ce qu'on peut faire pour agir là-dessus, et il faut inciter les responsables politiques, les futurs candidates et candidats, à prendre des engagements forts et surtout à aider la majorité de la société aujourd'hui. Regardez les sondages, quelle que soit la question, que ce soit sur la question des chasses, que ce soit sur la question de l'élevage intensif, que ce soit sur la question du changement climatique, de la déforestation, l'écrasante majorité des Françaises et des Français, quelle que soit leur appartenance politique, quelle que soit leur appartenance géographique, quel que soit leur niveau social, veulent forte sur ces questions-là, à des majorités extrêmement importantes. Le problème, c'est que la classe politique n'écoute pas cette majorité. Et pourquoi elle n'écoute pas cette majorité? Parce que cette majorité n'est pas structurée, parce que cette majorité n'est pas organisée, ne sait pas faire entendre ces questions-là. Et donc, il faut qu'on s'organise, nous, la société civile, en rejoignant des associations, en signant des pétitions, en participant à des actions, en pression sur nos élus en tant que citoyens, pas comme le font les lobbies dans les arrière-salles des restaurants ou dans les couloirs de l'Assemblée, mais en tant que citoyens, en interpellant nos élus et en faisant en sorte que, enfin, la majorité de la société soit écoutée sur ces questions. Je pense que les Françaises et les Français, ils veulent des mesures ambitieuses sur le climat et la biodiversité. Ils ont très bien compris ce qui allait se passer si on ne fait pas ça. Mais il n'y a pas de réponse en face, encore pour l'instant. En tout cas, il n'y a pas de réponse suffisamment forte, parce qu'il ne faut pas non plus caricaturer. Il y a des choses qui sont faites, y compris par le gouvernement actuel. Il y a des choses qui sont faites, mais pas du tout à la hauteur des enjeux. C'est ça la réalité. Donc, il faut que cette société civile se structure. Donc moi, si j'ai un seul message à passer aux gens qui nous écoutent, aux gens qui viennent me voir, poser des questions, je les rencontre, c'est rejoindre une association ou monter une association. Aller faire masse, aller faire dans ces structures non gouvernementales, dans ces structures à but non lucratif qui défendent l'environnement, les animaux, la biodiversité. Plus ces structures-là seront fortes, plus ces contre-pouvoirs de la société civile seront forts, plus on se fera entendre facilement. Merci beaucoup Hugo Clément. On vous avait présenté comme journaliste et activiste. On a commencé par la casquette de journaliste et on termine par la casquette d'activiste avec un appel très clair à l'engagement. C'est parfaitement pertinent dans le cadre de ces rencontres du développement durable. Pardon, je vous coupe, mais surtout, je pense qu'il faut surtout sortir vache partisan sur la question de l'écologie et de l'environnement. Ça, c'est fondamental. On peut défendre l'environnement, les animaux, en étant d'extrême gauche, d'extrême droite, du centre, libéral, pas libéral, peu importe.
tout le monde peut s'engager et parce que c'est un sujet qui nous concerne tous et toutes, au-delà de nos convictions politiques. On est tous dans le même bateau. Bon, alors les plus pauvres et les plus vulnérables vont prendre en ça la réalité. Mais à terme, on est tous dans le même bateau. On a tous besoin d'une biodiversité en bonne santé, on a tous besoin d'un climat plutôt supportable, d'une grosse boîte, qu'on soit payé, qu'on soit employé, peu importe. Si on n'arrive pas à limiter la catastrophe, on va tous prendre et on va tous subir les conséquences. Donc, sortons de cette guéguerre un peu politaine parfois sur les questions d'écologie. Il faut que tous, sans exception, et que tous les candidates et tous les candidats s'engagent. Voilà. Ça, c'est un monde idéal, c'est ça. Eh ben, on vit dans le même monde, Hugo Clément, ou en tout cas dans le même idéal, puisque en disant ça, vous me donnez l'occasion de remercier tous les parlementaires de la France Insoumise aux Républicains qui ont accepté de siéger dans le comité de pilotage des rencontres du développement durable pour précisément que ce sujet et cet événement ne soient pas partisans, mais donnent l'occasion à chaque famille politique d'exprimer ses convictions et de les partager et les faire infuser pour montrer qu'effectivement, ce n'est pas un sujet pour tel ou tel parti, c'est un sujet pour l'humanité. Je pense que c'est une belle façon de rappeler le sens de cet appel à l'engagement parce qu'il y a des voies d'engagement de tous les côtés et il suffit de les prendre. Merci à vous, Hugo Clément, d'avoir été en direct avec nous depuis le studio de montage où vous travaillez parce qu'on vous a extirpé à votre agenda de travail. Merci beaucoup, très bonne journée et on poursuit ces rencontres du développement durable. D'ici 10 minutes pour la prochaine masterclass des générations futures. On continuera pour la 10e journée de ces rencontres du développement durable de traiter le sujet de l'éco-anxiété, aujourd'hui co-organisé avec ESCP Business School. À tout à l'heure.